C'est la deuxième vidéo du 7e chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics, où nous allons apprendre sur les dispositifs de commutation mécanique, y compris relais. La première chose importante, c'est qu'on peut activer ces dispositifs de commutation électronique, non pas mécaniquement, par exemple avec nos mains, mais avec une certaine quantité électrique, c'est-à-dire le courant, la tension. Commençons par les relais. Il y a 3 parties principales dans un relais: la bobine, le noyau en fer et les contacts. Commençons par parler de la bobine, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Le relais est constitué d'un long fil, qui est enroulé autour d'une forme géométrique, généralement un cylindre. La partie supérieure de la roue est faite d'un long entraînement. Vous ne le savez peut-être pas, mais si le courant passe dans le fil, alors un champ magnétique apparaîtra autour. Nous pouvons utiliser la règle de la main droite pour déterminer cela. Magnétique. Un champ est créé, et nous pouvons appliquer la règle de la main droite pour le déterminer, si le détail est... Si vous êtes intéressé par plus de détails sur ce phénomène, vous pouvez chercher la loi d'Ampère sur Internet. Pour l'instant, tout ce que nous devons savoir, c'est que lorsque le courant passe dans ce fil, un champ magnétique est créé. Ce champ est très petit, mais par exemple, si j'enroule le fil autour de mon doigt, le champ magnétique du fil va s'additionner. Vous pouvez toujours imaginer la règle de la main droite, et un champ beaucoup plus fort est créé. C'est une zone chocolatée plus tard. Plus je fais de tours, plus le champ sera grand. Et vous pouvez le rendre encore plus grand en glissant un noyau en fer au milieu de la bobine. Cela soulève une question intéressante. Beaucoup d'entre vous pourraient penser que c'est un simple fil de cuivre dans le relais. Cependant, ce n'est pas tout à fait ça, car il est construit à partir d'un fil de cuivre avec une isolation en lac. Et le rôle de cette isolation, c'est que si nous n'avions pas cette isolation, nous aurions un court-circuit entre plusieurs fils côte à côte, parce que le courant ne passerait pas complètement à travers la bobine, mais circulerait d'une sortie à l'autre, ce qui n'est pas adapté pour nous. On obtiendrait une fermeture à court terme, ce qui ne nous plaît pas. Cette isolation en vernis nous permet d'enrouler beaucoup de fils dans un très petit espace, car elle ne prend pas autant de place que par exemple l'isolation en plastique que vous voyez ici sur ce long fil rouge. Et maintenant, discutons de la façon dont ces choses sont connectées au relais. Une bobine avec un noyau en fer à 2 bornes qui font partie de notre étape d'entrée. On peut déplacer le contact mobile grâce au champ magnétique qui est créé par le passage de l'électricité à travers le relais. L'étape de sortie, que nous pouvons activer, se compose de bornes et de contacts. Le côté gauche de l'image montre l'étape d'entrée, le côté droit montre l'étape de sortie. Le numéro 1 marque les bornes de l'entrée, le numéro 2 marque les bornes de la sortie. Son fonctionnement est très simple. Si nous connectons une tension appropriée à l'étape d'entrée, alors l'interrupteur à bascule de l'étape de sortie se dirigera vers l'autre borne. À cause du champ magnétique, qui est créé par le courant qui passe à travers la bobine, le relais utilisé dans le programme peut être vu assez clairement dans les différentes parties. À gauche, vous pouvez voir les sorties de l'étape d'entrée, c'est-à-dire le noyau en fer, sortie de la bobine, et sur le côté droit, les sorties de l'étape de sortie, c'est-à-dire les sorties des contacts. Vous pouvez aussi observer le contact mobile, c'est ce déplacé par le champ magnétique créé par la bobine. Vous pouvez aussi voir qu'il y a la bobine avec le noyau en fer et le ressort qui rétracte le contact mobile. Cependant, je sais que tous les relais ne se ressemblent pas et qu'il n'y a pas de ressort de retour dans tous. Par exemple, dans les versions bistables. Oui, maintien est aussi appelé le phénomène où les contacts conservent leur état après que le phénomène magnétique a cessé d'exister. Voici comment fonctionnent les relais bistables, qui ont 2 types, selon le contrôle qu'ils nécessitent. Dans le premier cas, notre circuit de contrôle a aussi 2 bornes, comme avant, et la direction du courant qui passe à travers la bobine détermine dans quel état stable notre étape de sortie sera réglée. Dans le deuxième cas, la structure de l'étape d'entrée est différente, car dans ce cas, elle contient 2 bobines, qui peuvent être vues dans le schéma. La bobine numéro 1 est capable de déplacer le contact contrôlé dans une direction, comme nous le savons déjà. Pour remettre notre contact à sa position par défaut, nous devons connecter une tension appropriée à la bobine numéro 2 qui est capable d'attirer le contact dans l'autre direction.
On pourrait le considérer comme un réglage et un réinitialisation. En général, dans la fiche technique des relais à maintien, les fabricants utilisent les marquages S et R. Et à cause de ça, je vais les appeler de la même manière. Les symboles, connus pour les interrupteurs mécaniques, peuvent aussi être trouvés dans le cas des relais pour les étapes de sortie. Si nous combinons les étapes de sortie bistable et DPDT, alors la structure interne ressemblera à ceci. Regardons le fonctionnement de cet appareil pour mieux le comprendre. Les bornes C numéro 1, C numéro 2 sont des contacts ou pôles communs. Ceci peut entrer en contact avec la broche A ou la broche B, comme nous pouvons le voir avec la ligne pointillée dans la figure. C1, C2 dépendent l'un de l'autre, donc ils peuvent être commutés en même temps vers la direction A ou B. Donc, voici notre étage de sortie. Notre étage d'entrée contient deux bobines en raison de son fonctionnement bistable, une bobine de mise en marche et une bobine de remise à zéro. Voyons à quoi cela ressemble pendant le fonctionnement. Supposons que les broches C soient en contact avec les broches A par défaut. Si on connecte la tension appropriée à la bobine de mise en marche, alors les contacts C1, C2 se dirigent vers les contacts B1 et B2. Après avoir éliminé la tension, les contacts C resteront dans un état stable, tout en étant toujours en contact avec les broches B. Si vous voulez que les bornes A et C entrent à nouveau en contact, vous devrez connecter la tension appropriée à la bobine de remise à zéro. Une fois que la tension a été supprimée, les contacts restent également stables. Vous pouvez voir ce processus dans ce tableau. On connecte la tension à la bobine de mise en marche C1. Ces deux sont connectés à B1 et B2. Alors, même si la tension sur la bobine de mise en marche est supprimée, C1 et C2 restent toujours connectés à B1 et B2. Parce que c'est un relais bistable. C'est ça. Cependant, si vous appliquez ensuite une tension à la bobine de remise à zéro, les contacts ou pôles mobiles C1 et C2 vont basculer et se connecter maintenant aux contacts A1 et A2. Alors, si on enlève la tension, la connexion entre C1 et A1 et C2 et A2 restera la même grâce à la bistabilité. Vous vous demandez peut-être à quoi servent les relais. À quoi les utilise-t-on? Parlons un peu de ça. On utilise souvent des relais si on veut commuter une tension plus élevée en utilisant une petite tension, par exemple 12 volts. La tension plus élevée peut varier largement entre 24 et 230 volts. Il existe des relais capables de commuter des dizaines et des centaines d'ampères tout en n'ayant besoin de transférer qu'une fraction de la puissance à travers leur bobine. Cela vous permet de commuter un courant beaucoup plus élevé avec un petit courant. Par exemple, voici ce relais. Il a un courant nominal de 500 ampères et il est utilisé par exemple pour les sorties de batteries positives et négatives dans les voitures électriques. Et les fils négatifs que nous utilisons? Ici, nous avons ça. Ici, vous pouvez voir cet autre relais. Il peut gérer 100 ampères. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même changer manuellement les deux états. C'est un relais bistable. Vous verrez plus tard que les microcontrôleurs et les microprocesseurs, nous pouvons contrôler et programmer, fonctionnent généralement à des tensions faibles, c'est-à-dire quelques volts. Si nous voulons les utiliser pour contrôler les lumières à la maison, qui fonctionnent à 230 volts, nous aurons très probablement besoin de relais. Un autre rôle important des relais est la séparation galvanique, dont vous pouvez en apprendre davantage dans le matériel écrit. C'est tout pour cette vidéo, mais ne partez pas trop loin, car dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec un autre type de dispositif de commutation électronique, le transistor bipolaire. Au revoir. Salut tout le monde!